Mes débatteurs sont déjà avec moi sur ce plateau. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs et à tous les auditeurs de la Diaspora FM qui nous suivent. Parfait, Hugues Hector Zogo, vous vous portez bien ce matin, j'espère? Je vais très bien. Parfait. Laurent Tonekes, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Arthur Rindeau, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je commence avec vous, Hugues Hector Zogo. La Sénat a tranché sur la question de l'autoparrainage. Quelle est votre appréciation? Nous avons vu suffisamment relayer cette information par nos confrères, notamment dans la parution du jour. Je n'ai pas d'appréciation à faire. On se retrouve en face d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, donc promulguée plus tard par le président de la République. Et dans le processus électoral, il y a l'institution en charge de l'organisation des élections, je veux parler de la Sénat, qui a donc pris la décision de rencontrer les différents acteurs de la chaîne politique pour que nous ne puissions pas nous retrouver à un moment donné face à de mauvaises interprétations et que ça puisse constituer un handicap à la préservation de la paix dans notre pays. Et donc c'est dans ce cadre-là que les responsables se retrouvant au niveau de la Sénat ont pu rencontrer les honorables députés à l'Assemblée nationale. A priori, on peut se dire que c'est un paradoxe, puisque des acteurs qui ont proposé une loi, qui l'ont votée, on revient vers eux. On revient vers eux pour leur expliquer le contenu de cette loi-là. Pour moi, c'est un peu paradoxal, mais on le concède à l'institution au regard du fait que parfois, il y a de mauvaises interprétations qui se font par rapport aux tests de loi votés dans notre pays. Et surtout depuis, je vais dire, cette mandature ou la mandature précédente. Et on a eu quand même un certain nombre de situations qui ont fait qu'on était soit obligé d'aller vers la Cour constitutionnelle pour demander à avoir une idée claire de ce que disent les tests, ou soit d'interprétation en interprétation, on arrive à mettre en place des stratagèmes que je qualifie de politiques. Donc pour moi aujourd'hui, la démarche menée par l'institution, c'est une bonne démarche. Seulement que... On attend de voir la suite. Non, seulement que... Je suis en train d'apprendre déjà la réaction de l'opposition, notamment des démocrates, par rapport à cette décision-là. Oui, je disais seulement que parce que, vous avez vu, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que celui qui détient le parrainage peut lui-même décider de signer en sa propre faveur en tant que candidat. Ceux qui peuvent le faire le mieux, je pense que ce sont les acteurs de la mouvance. Sinon, quand on revient au niveau de l'opposition... Donc ça va créer d'une manière ou d'une autre... Quand on va revenir au niveau de l'opposition, vous savez qu'ils ne sont pas assez nombreux à détenir le parrainage. Tout à fait. Alors, si au sein de l'opposition, beaucoup d'acteurs se déclarent candidats, alors que leur parti politique ne souhaiterait pas qu'ils se retrouvent sur une liste, sur leur liste en tant que le choix du parti, ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce que ceux-là vont dire je préfère donc signer le parrainage pour ma propre candidature. Donc pour moi, est-ce qu'on n'est pas à leur place, est-ce que vous allez faire? Je me pose la question de savoir est-ce qu'on n'est pas à travers cette explication-là en train déjà de préparer l'avenir politique de notre pays. Ma foi, on risque de ne pas avoir de candidature déclarée au niveau de l'opposition. Ah bon? D'accord. C'est une hypothèse. Une hypothèse, d'accord. Laurent Tonekes, à nouveau bonjour. Bon, à nouveau bonjour, Arthur Rindeau. Oui, voilà. Vous êtes pressé de non, prendre la parole, je vous sens. Non, je souriais parce que j'ai lu un peu partout que la polémique est venue de moi et que par conséquent, pourquoi je vais semer le trou. En réalité, je suis fier. Ah oui? Je suis fier de mes parents qui m'ont envoyé à l'école parce que j'ai suscité le débat en réalité et la Sénat en arrive à répondre aujourd'hui. Mais je me permets de lire l'avis de ceux téléspectateur d'Eden TV, qui l'a envoyé cet avis par le service commercial qui me l'a envoyé hier. Bonjour Eden TV, je ne vais pas lire son nom, d'accord? Je voudrais passer par ce canal pour transmettre le message ci-dessous à M. Laurent Tonekes, dont je n'ai pas le contact personnel. Moi, c'est bon, il a donné son adresse tout.
Mais il a dit, la question de l'autoparrainage est intéressante. Selon les règles électorales en vigueur, la réponse peut varier. Dans certains pays ou régions, l'autoparrainage est explicitement autorisé ou interdit. Tandis que dans d'autres, les règles peuvent être plus floues. En général, si les règles électorales autorisent les candidats à signer pour leur propre candidature, alors oui, un candidat pourrait s'auto-parrainer. Cependant, dans la plupart des cas, l'auto-parrainage n'est pas autorisé car l'objectif du parrainage est de démontrer le soutien d'autres personnes ou élus en faveur du candidat. Pour obtenir une réponse précise, il faudrait consulter les règles électorales spécifiques du pays ou de la région concernée. Alors, moi je continue de m'interroger. La Sénat a parlé, mais il y a un juge constitutionnel qui tranche tout. Parce que la Sénat a interprété à sa manière. Dès lors que la loi reste muette sur un aspect, ça profite au plus fort. Je continue de le dire, je persiste, je signe pour dire, quand la loi est muette... C'est plus fort là. De toute façon, je n'en sais pas. Suivez mon regard. De toute façon, c'est à vous de faire votre lecture. Mais dès lors qu'une loi est muette quelque part, ça profite toujours au plus fort, qui interprète à leur manière. Et le risque, c'est que, oui, évidemment, si la loi dit clairement que l'élu, en tout cas, peut se parrainer, le débat est clos. Mais le piège, c'est que si cette déclaration de la Sénat n'avait pas été faite, on était dans une situation où on ne comprenait rien. Tout à fait. Et à tout moment... Et on se posait beaucoup de questions. Oui, et à tout moment, les gens pourraient se parrainer et se retrouver dans une situation où la Sénat ou la Cour disent qu'il ne peut pas se parrainer et par conséquent c'est annulé. Donc moi je crois que susciter le débat, moi je suis même vraiment très content d'avoir suscité le débat. Et évidemment, ça va dans tous les sens, évidemment. Oui, la Sénat a parlé. Ah oui, ça va énormément dans tous les sens. Oui, mais justement, parce que nous sommes dans une situation où, évidemment, Hugues Zogo a donné un exemple. Et de l'autre côté de la mouvance, ce n'est pas que l'opposition, même au niveau de la mouvance également, il se peut que des gens en arrivent à avoir, puisqu'ils ont le grand nombre de parrainages. Mais il se fait qu'on peut avoir plusieurs candidatures, duos de candidature au sein de la mouvance. Dès lors qu'un duo de candidature a le nombre juste de parrain, les 28, et il se fait que parmi les duos de candidature se retrouvent parmi les 28. Qu'est-ce qui se passe? Cette candidature sera invalidée. Donc, bon, évidemment, attendons de voir comment ça va se faire pour la suite. La Sénat a parlé. Je m'en tiens, en tout cas moi, à la déclaration de la Sénat, à l'assurance, puisque pour moi, c'est même plus une déclaration, c'est une assurance de la Sénat, comme quoi, oui, des candidats peuvent se parrainer. Sauf que moi, je suis parti en fait de la définition du verbe parrainer qui dit donner son parrainage à, donner sa caution à. De façon étymologique, ok, d'accord. Simple, pour faire en tout cas, pour faire la fierté de mes enseignants de français, ce que j'ai lu, et selon le dictionnaire Larousse et Robert, on a tous été à l'école, que chacun prenne son dictionnaire pour voir ce qui est écrit là. Et donc, si on parle de ça déjà, il y a, oui, matière à se poser des questions et à susciter le débat. Maintenant que la Sénat donne son assurance que oui, ils peuvent se parrainer, bon, continuons à attendre. Mais Laurent, la question qui se pose... Il se peut que quelqu'un peut tenter maintenant de saisir la Cour constitutionnelle, qui est juste constitutionnelle en la matière, pour dire évidemment, oui, la Sénat a dit ça. Est-ce que vous aussi vous alignez sur la décision de la Sénat? Sur la décision. Pour que tout le monde soit quitte en même temps. Bon, maintenant, si ça ne se fait pas et qu'après, la Cour constitutionnelle est arrivée à dire non, écoutez, c'est pas possible. Chaque acteur est devant la situation maintenant. On va voir comment ça va se passer. Mais Laurent, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre dans les heures à suivre une réaction de l'opposition? Quelle réaction? Est-ce que c'est pas surtout qu'il faut parler quand même? Écoutez, la Sénat a donné l'assurance qu'ils ont 28 députés justes pour se parrainer. On vous dit que vous pouvez vous auto-parrainer. Quelle déclaration veut le faire? Non, mais apporter peut-être... Non. C'est pas... Apprécier peut-être? Non, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont mieux à faire plutôt que de faire chaque fois des déclarations à leur siège ou de prendre la parole un peu partout. Non. Le plus important, une fois que la Sénat a parlé, ou soit ils sortent un communiqué pour dire oui, ils prennent acte de la décision, de l'assurance de la Sénat. Mais aller faire une conférence de presse, s'asseoir, chacun prend la parole. Je crois qu'ils ont mieux à faire. Ils n'ont qu'à se concentrer sur... Non, mais qu'ils nous invitent, nous attendons justement. Pour faire quoi? Non, mais pour alimenter... Non, moi je pense que le débat a été suscité. Et, écoutez, c'est bien bon. Et puis, écoutez, on attend de voir la Sénat donne l'assurance. Et puis après, tout le peuple a suivi. Bon, je crois que toutes les radios du Bénin ont relayé cette information, comme quoi les élus peuvent s'auto-parrainer et évoluer. Parce que dans d'autres pays, réellement, tel que l'Internet, le téléspectateur qui a envoyé le message a dit, dans d'autres pays, l'auto-parrainage n'est pas autorisé.
L'expérience n'est pas encore faite là-bas? Non, je dis dans certains pays où il y a parrainage, l'auto-parrainage n'est pas autorisé. Et dans certains pays, c'est autorisé, mais c'est explicitement écrit dans la loi que oui, ça peut se faire. Maintenant que la loi est mieux ici, c'est pour ça que le débat avait été suscité. La Sénat a donné l'assurance, passons à autre chose. D'accord. Hugues Zogo, passons à autre chose. Oui, on va passer à autre chose. Il y a bien d'autres sujets qui nous attendent, n'est-ce pas? Naturellement, on se retrouve dans un processus électoral. Chaque acte posé, que ce soit par les acteurs de l'opposition de la mouvance. Ou que ce soit ceux qui ont en charge l'organisation des élections, chaque acte posé interpelle la conscience collective. Ce que le peuple béninois souhaite aujourd'hui, c'est que nous puissions nous retrouver effectivement à organiser des élections crédibles et transparentes, inclusives. Ce vœu a été un vœu nourri depuis que le chef de l'État, Patrice Talon, a pris le pouvoir. Et je crois que progressivement, nous comprenons l'urgence d'aller à cette option-là. On n'a pas autre choix que de préserver la paix dans notre pays. Donc la Sénat est dans son rôle. La Sénat joue sa partition. Maintenant, les acteurs politiques aussi doivent pouvoir jouer la leur. Il a dit quelque chose de très important. C'est le juge constitutionnel qui arrive à trancher face à un certain nombre de situations. Maintenant, on a déjà vu plusieurs fois des institutions prendre des décisions et plus tard, le juge constitutionnel vient casser. Donc, on attend pour voir est-ce que au niveau de la Cour constitutionnelle, l'institution sera saisie. Est-ce qu'un acteur de la classe politique pourra saisir l'institution pour souhaiter qu'effectivement cette mesure partagée soit entérinée ou non? Donc pour moi, le débat n'est pas encore effectivement sur tapis là. On attend voir la décision de la Cour constitutionnelle si entre-temps elle arrivait à être saisie. Et si ça ne se faisait pas, on doit aussi faire foi quand même à l'institution qu'est la Sénat. Elle ne va pas se lever du jour au lendemain et prendre une décision, de cette manière-là. Encore que c'est elle qui organise les élections et c'est au regard de ces résultats que la Cour constitutionnelle pourra valider le processus électoral. Donc pour moi, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Mais a priori. Je ne prendrai pas l'a priori. Pour moi, il n'y a plus de doute. Mais je continue de dire que là, maintenant, l'opposition doit resserrer les rangs. Parce que vous avez juste 28 acteurs. Il vous faut normalement des parrainages au niveau de 15 circonscriptions électorales. Donc le jeu serait véritablement ça devient très corsé. Je crois que oui, si l'opposition doit faire quelque chose, puisque vous demandiez si en réalité ils ne devront pas faire une sortie médiatique, écoutez, s'ils ont quelque chose à faire. Non, mais on est peut-être habitué. Oui, oui, mais il faut à un moment donné arrêter ça. Il faut laisser les discours aller au concret et agir. Et je crois que s'ils ont quelque chose à faire aujourd'hui, c'est plutôt que de saisir le juge constitutionnel pour dire en réalité, la Sénat nous a donné telle assurance. Est-ce que le juge constitutionnel vous vous alignez sur cette décision ou cette assurance de la Sénat? Et mieux, parce que vous allez voir qu'il est arrivé des moments où on a eu des élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Sénat donne autre verdict ou bien autre résultat et la Cour constitutionnelle vient casser. Et donc, c'est arrivé où il y a eu problème entre les commissions électorales et les juges constitutionnels, les cours constitutionnels ou bien les conseils constitutionnels dans certains pays. Donc, pour être sûr, peut-être ils sont peut-être libres d'aller saisir la Cour constitutionnelle maintenant pour dire, écoutez, la Sénat nous a donné une assurance, mais nous voudrions que vous confirmiez cette assurance. Puisqu'ils ont encore eu le temps quand même de réajuster les choses. Oui, Hugues? Oui, il y a aussi un autre problème qui nous interpelle. C'est comment est-ce que les honorables députés à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'ils travaillent sur les textes de loi qu'ils mettent à disposition de la République? Parce que ça pose souvent de problèmes qu'on se retrouve à interpréter une loi qui a été votée par des honorables députés. Et mieux, c'est bien souvent dans le process électoral que ça se vit. Or, on sait que le process électoral, c'est en réalité ce qui conduit à une tension dans un pays. Comment est-ce que des députés à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, Non, mais peut-être qu'ils sont en train de nous suivre, ils vont pouvoir répondre à votre de la première mandature jusqu'à la 6e, si je ne me trompe. On ne l'a pas vu. On n'a pas eu de pareil cas à l'Assemblée nationale. Donc,
Je pense qu'il y a un problème de discrédit. Hein, non, mais soyez rassurés. Non. Laissez-moi le dire. Il y a un problème Laissez-moi le dire. Il y a un problème de discrédit qui se vit avec notre classe politique. En tout cas, la législature antérieure et puis celle-ci nous présente là une figure de style qu'il faut essayer assez vite de bannir de notre vécu quotidien. Parce que c'est une histoire, ça se raconte, l'histoire d'une nation se raconte. Tout à fait, oui. Vous avez vu, on s'est retrouvé la dernière fois pour l'installation des maires et en plein processus électoral, on était obligé encore de toucher. De réajuster. Et on parle de... Pour moi, ça pose un problème. On ne peut pas voter une loi et plus tard, commencer par dire qu'on veut faire de l'interprétation de cette loi-là. Et quand on veut faire l'interprétation, ce sont les députés même qui ont voté cette loi-là. C'est à eux qu'on fait l'interprétation. Alors que le citoyen, c'est lui qui devrait avoir de difficultés pour dire, mais telle loi, qu'est-ce que ça voudrait dire en tel article ou bien en tel alinéa. Et à partir de ce moment-là, des juristes peuvent l'orienter. Mais celui qui a pris l'initiative de la loi, qui a travaillé pendant plusieurs mois, c'est lui qui revient pour dire qu'il n'a compris. C'est inadmissible, n'est-ce pas? Ça pose un problème. Non, mais soyez rassurés. Comment vous pouvez dire sur ce plateau que d'être rassuré alors que vous ne faites pas partie de l'équipe des députés? Vous n'êtes pas parlementaire. Nous allons peut-être... Arthur Endo, nous allons pouvoir commencer par être sérieux dans ce pays. Nous avons toujours été sérieux dans ce pays. Oui, non, je veux parler de certains acteurs. Parce qu'eux, ils ont choisi de ne pas être sérieux parfois. On a vu des gens dans ce pays aller à la Sénat poser la question sur l'interprétation d'une loi. Une loi que le Parlement monocolore a votée. Vous-même, vous utilisez cette expression-là, Roland? Non, ce n'est pas une expression. Quand on dit ça, ça vaut la mort ou bien ça vaut la prison? Non, on a vu, d'ailleurs même, ils ont toujours rejeté. Mais les dernières sorties des éléments de la mouvance ont prouvé à suffisance que c'était un Parlement monocolore. Alors, ils ont voté des lois qui sont allés demander au Parlement de les interpréter, à la Sénat de les interpréter. Et puis, évidemment, dans cette question de parrainage également, on voit que c'est les députés. C'est vrai que même si c'est les députés de l'opposition qui ont suscité la question, qui ont posé la question, il se fait qu'à un moment donné, en débat, pour avoir de voter une loi, il y a que chaque député est censé lire le contenu de la loi et de faire des propositions, de poser des questions, des amendements. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de lois d'ailleurs qui sont votées, et pas peut-être le Parlement monocolore et ceux qui sont là maintenant, et n'ont peut-être souvent pas pris le soin de lire et de comprendre les nuances dans les expressions utilisées et de pouvoir compléter, faire des amendements pour que demain, ça ne prête pas à une confusion. Aujourd'hui, oui, moi je le dis, c'est parce que l'article du parrainage, en tout cas, ne spécifie clairement pas qu'on peut s'auto-parrainer ou non, qu'aujourd'hui le débat est suscité. Et si le débat n'avait pas été suscité, après vous allez vous rendre un jour que les autres se sont parrainés, et puis après, se sont auto-parrainés, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est invalidé, tout le monde va... Maintenant, susciter le débat, on voit ce que ça donne. Il faut que nos députés fassent l'effort de lire les lois, de relire. Et s'ils ont, des problèmes de compréhension, nous avons des jeunes frères qui sont en droit, 2e année, 3e année de licence, qui comprennent mieux les choses, ils peuvent aller à l'université et aller à la faculté de droit et chercher à voir véritablement, c'est des lois qui engagent toute une république. Cette question d'auto-parrainage, par exemple, si le débat n'avait pas été suscité, on peut se retrouver un bon matin, en octobre ou novembre 2025, où la Sénat va invalider une candidature. Ça pouvait arriver. Mais le débat qui a été suscité a fait qu'on ne craint plus ça. Donc, du coup, il faut que les gens prennent suffisamment conscience de ce que les lois engagent la destinée de tout un pays, l'avenir d'une nation, l'avenir d'une génération. Et donc, si vous votez des lois parce que vous avez des lois et parce que vous êtes tous de la mouvance, il faut voter pour voter, il y a un problème parce que tôt ou tard, ça peut aussi vous rattraper. Ça peut le rattraper. Allez, parfait. Hugues-Hector Zogo, si vous permettez, nous allons passer à un deuxième sujet. Un prisonnier échappe aux agents pénitentiaires à Abomey-Calavi. Vous l'avez sûrement appris. Dans la nuit du lundi 18 août 2025, l'homme serait
un redoutable braqueur. Et suite à déjà cette situation, des têtes tombent déjà au niveau de la maison d'arrêt d'Abou-Makadabi. C'est tout à fait normal, parce que nous avons dans notre pays, que ce soit au niveau des maisons d'arrêt ou au niveau des prisons, nous avons quand même un dispositif sécuritaire qui est mis en place. C'est pour permettre à ce que l'on n'assiste pas à de pareils cas, que des personnes en détention ne puissent pas s'évader. Alors quand ça arrive, c'est normal que l'institution qui a la responsabilité puisse prendre ses responsabilités d'assurer la sécurité de ces acteurs-là ou de ces personnes qui se retrouvent en lieu de détention puisse chercher à comprendre effectivement ce qui s'est passé. La nation sait que l'intéressé, par exemple, a été confié à la justice. Donc, si quelque chose lui arrive demain, c'est à la justice qu'on va s'en prendre. Et donc, si l'intéressé parvient à s'évader de son lieu de détention, on va se poser la question de savoir qui sont les acteurs de garde le jour où cette personne-là s'est évadée. Et ce sont sans aucun doute les premiers qu'on interpelle afin qu'ils apportent la lumière sur ce qui s'est... Mais c'est inquiétant, hein, véritablement. Est-ce que nous sommes véritablement en sécurité, Hector Zogo? Parce que là, nous parlons d'un prisonnier qui avait une peine de plus de 20 ans. Et c'est un expert braqueur, justement. C'est pas le fait qu'il soit un expert braqueur, celui qui... Quand on le traite d'expert braqueur, moi, je n'ai pas fait d'investigation pour savoir s'il est ou pas. Je ne sais pas dans quel contexte on le qualifie d'expert braqueur. Mais toujours est-il que... As-tu renoué la police judiciaire? Non, mais je rapporte juste... Il connaît les experts braqueurs. Non, je pense quand même qu'on ne va pas se lancer dans ce jeu-là. C'est quelqu'un qui a été mis aux arrêts. Il s'est retrouvé en un lieu de détention. C'est un citoyen à part entière. Il va purger sa peine et sortir et recouvrer sa liberté. Alors, s'il arrive à s'évader, ça veut dire que dans le dispositif sécuritaire, quelque chose n'a pas marché. Les enquêtes vont se poursuivre. Les institutions en charge de cette question-là vont voir effectivement ce qui s'est passé. Et s'il y a des personnes complices, la loi leur sera appliquée, simplement. Maintenant, pour moi, ça pose un autre problème. Justement. Le problème que ça pose, c'est le volet humaniste. Le volet humaniste. C'est-à-dire? Suffit-il d'être peut-être aujourd'hui braqueur, puisque vous avez parlé d'expert braqueur, pour qu'on manque... C'est pour dire qu'il était non, un expérimenté. Laissez-moi finir. Oui. Suffit-il d'être braqueur pour qu'on manque d'humanisme vis-à-vis de votre personne le jour où vous êtes incarcéré? Parce que malheureusement, au sein de nos prisons ou au sein de nos maisons de détention, je veux parler des conditions. Quelles sont les dispositions qui se prennent pour respecter, par exemple, le droit de la personne humaine, la dignité humaine? Qu'est-ce qui se fait convenablement? Est-ce que l'agence pénitentiaire, de temps à autre, arrive à mettre des psychologues à disposition de ces détenus-là pour discuter avec eux, échanger avec eux, leur permettre de comprendre qu'en ce moment précis-là, ils se retrouvent certes en un lieu de détention, mais que tout n'est pas fini pour eux. La vie continue. Après la maison de détention, il y a une autre vie. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui détenu parce que, à un moment donné, on a compris que vous avez posé peut-être des actes qui ne répondent pas aux tests en vigueur. Donc, vous êtes en porte-à-faux. C'était à un moment précis. C'est à un moment précis. Vous êtes en porte-à-faux avec la loi, avec les tests de loi de la République. Mais après ça, comment travaille-t-on déjà au sein de cette prison ou au sein de cette maison de détention pour vous permettre de renaître, voyez-vous, de voir la vie autrement. De voir la vie autrement. Donc pour moi,
en travaillant de cette manière-là, on peut arriver à éviter de ce genre de situation. Parce que ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, ça devient maintenant monnaie courante. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois à la prison civile d'Abo. Voilà, à la prison civile d'Abo Mekalavi, ce n'est pas la première fois. Ça pose un problème, c'est inquiétant. Ça pose un problème. Quel est le dispositif sécuritaire qui est mis en place? Les agents qui sont là pour surveiller peut-être cette maison de détention ou cette prison-là, quel est leur effectif et comment est-ce qu'ils travaillent effectivement à coordonner les choses? C'est des choses... Beaucoup de questions qui voilà, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser pour que ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas une bonne note pour notre pays. Laurent Toninguès, les autorités sont-elles plutôt interpellées? Laurent? Oui. Non, je crois que oui, les autorités sont interpellées. Évidemment, quand vous regardez la prison civile d'Abo Mekalavi, et d'ailleurs, puisque j'ai pu lire quelque part que celui qui s'est évadé est responsable du bâtiment à Zaoulissé, et donc il est responsable d'un bâtiment, et donc vous savez très bien que, bon, si vous n'avez peut-être pas les informations sur les prisons, c'est que ceux qui sont responsables du bâtiment parfois ont certains privilèges. Est-ce que ce n'est pas dans cette affaire de privilège qu'il a profité pour s'évader, parce qu'il a abusé de la confiance des responsables de la prison? Parce que oui, quand vous êtes responsable à divers niveaux dans les prisons, on vous accorde un certain nombre de facilités, de privilèges. Donc oui, ce n'est pas interdit. Mais il y en a qui en abusent véritablement. Est-ce que celui-là n'a pas abusé de cette confiance des responsables de la prison, en tout cas des responsables, des régisseurs et autres de la prison civile, pour réussir à s'évader? On a pu voir il y a quelques mois en arrière un jeune qui s'était déguisé en femme dans cette même prison, en complicité avec son épouse pour s'évader. Fort heureusement, il a été rattrapé. Donc, autant de choses, je crois qu'il y a nécessité de renforcer la sécurité au niveau des prisons. Et aussi, c'est vrai que ce que lui fait maintenant va contribuer à corser les conditions de détention et mettre, en tout cas, ne plus accorder de privilèges à certains prisonniers qui peut-être entre griffes aussi sont aussi les prisonniers VIP. Et revoir peut-être l'arsenal. Oui, ça va être un problème pour les prisons parce que quelqu'un qui pose un acte, ça influe directement sur les situations ça influence forcément la situation des autres détenus. Donc je crois que là où nous sommes maintenant, c'est de comment faire pour le mettre hors d'état de nuire parce qu'il a dit que c'est un braqueur. Imaginez que ce braqueur avait été dénoncé par quelqu'un et qui connaît celui qui l'a dénoncé. Lui qui s'est évadé, qui est dans la nature maintenant, peut être une menace pour la quiétude des populations. C'est une menace éventuelle pour celui qui l'a dénoncé ou celle qui l'a dénoncé. Autant de choses. Et c'est en cela qu'il faut maintenant se poser les vraies questions. Comment est-ce que la sécurité se fait dans certaines prisons? On a pu voir, hein, dans certaines prisons, c'est tellement corsé. On trouve que les gens sont trop durs. Je crois que Huguetto Zogo il a parlé des conditions. Oui, c'est vrai, puisque au fond, même si vous êtes en prison, vous avez des droits qu'on doit respecter. Tout à fait. Mais les comportements de certains prisonniers amènent les pénitenciers, en tout cas, à corser les conditions et parfois les droits les plus basiques, les droits basiques, les droits humains les plus basiques de ces personnes en prison sont bafoués. Et on ne va pas encourager ça. Mais je crois qu'il revient aux responsables, notamment l'agence béninoise pénitentiaire, en tout cas pénitentiaire, de revoir son dispositif. Vous voyez un peu, moi, ça c'est même ce qu'on voit. Hein. On voit qu'on apprend que les gens se sont évadés. Mais quand je regarde la manière dont certains prisonniers sont transportés des prisons vers le tribunal, tout peut arriver à un moment donné. Oui. Vous imaginez, on prend les prisonniers, on va les chercher à la prison civile d'Abo Mekalavi et ils sont entassés dans les tokwa là. Et seul un policier est devant avec une arme. Et puis après, on voit un peu comment ça se passe. Parfois, quand je croise ce véhicule, j'ai de la peine d'abord pour le policier parce que sa vie est en danger. Il est seul. Même si les gens sont menottés, il y a un chauffeur dedans. Parfois, vous voyez ça, vous dites c'est quoi ça? Tromper la vigilance. Tout peut arriver parce que c'est des gens qui sont tellement ingénieux que c'est pas bon. Moi,
crois qu'il faut davantage renforcer la sécurité, pas en bafouant les droits de ces hommes qui sont là-bas, parce que oui, tous ceux qui sont en prison, qui sont condamnés, ne sont pas forcément des criminels. Il y en a des innocents qui sont retrouvés au mauvais moment, en tout cas au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il faut peut-être des années pour prouver leur innocence. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Mais si le ministère de la Justice peut revoir le dispositif, faire en sorte que ceux qui sont dans les prisons, parce que celui qui s'évade maintenant, par exemple, imaginez qu'il est déjà sorti de la prison et qu'il se retrouve né à nez d'un policier ou d'un gendarme, d'un militaire qui n'a pas d'arme, par exemple. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? En face de ce détenu, par exemple. Qu'est-ce que le détenu est capable de faire en ce moment? Donc, si la sécurité est davantage renforcée et les droits humains respectés, je crois qu'on va éviter des situations. Beaucoup de dérapages. Alors, nous allons passer à un troisième sujet, Roland Tolinkes. Il y a un autre facteur, bon, je crois que je ne vois plus ça. Hein. Je crois que je l'ai vu il y a 1 an ou 2 ans, où quand les gens quittent Soava, à Soava, quand on défère les gens, le policier, l'accusé, en tout cas, ou le présumé coupable, est sur la moto, et quelqu'un conduit, et le policier est derrière. Et on le transporte sur moto, de là-bas jusqu'au tribunal, avant le déferment. Donc, cette image, j'avais vu, j'ai dit, il y a 1 an, 2 ans, il y avait une image comme ça, 2 ans environ. Donc je ne sais plus, bon, depuis au moins, peut-être que je ne fais plus le tronçon, je ne sais plus comme ça. Oui, donc si en temps ça continuait, que les gens trouvent la formule aussi de corriger ce tas de choses, parce qu'un prisonnier que vous transportez sur moto, il a peut-être des parents que vous traversez, tout peut arriver également. Allez, parfait. Le dédommagement des anciens occupants, Roland, de la baie est de la lagune de Cotonou a démarré mercredi. Un premier lot de 110 personnes ayant effectué les démarches administratives nécessaires ont reçu des chèques allant de 200 000 à 3 millions de francs CFA. C'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant 200 000 à 300 000, 3 millions de francs, 200 000 pour quelqu'un qui est dédommagé, qu'est-ce qu'il peut aller construire? Même à Calavi, les parcelles ne sont plus. Hein. Quand vous prenez le tronçon pavé qui est court, maintenant qu'il y a le grand marché, les parcelles qui pourraient se retrouver à 3 millions, 5 millions, sont à 25 millions maintenant, à 30 millions. Non, mais peut-être à Glodjigbe ici. Glodjigbe, il n'y a plus. Non. Si vous trouvez parcelle de 200 000 à Glodjigbe, c'est que les gars sont en train de vous escroquer. Même dans des plaques, dans des adjans, vous allez là-bas, il n'y a plus parcelle de 200 000. Hein. Allez chez moi à Lada, même dans le tréfonds des villages, il n'y a plus parcelle de 200 000. Hein. Si quelqu'un vous vend ça, à Turando, pardon, vous avez envoyé jeter votre argent par la fenêtre. Donc, 200 000 francs, est-ce que ça peut aider quelqu'un à s'installer? Je ne sais pas. 3 millions, a priori, ça peut aider. Mais cette personne est censée aller jusqu'à Serré ou à Huebo ou à Massi ou bien Zobodomé pour espérer que les 3 millions vont l'aider. Acheter une parcelle et faire peut-être une construction en terre stabilisée. Et ça peut lui permettre de construire. Sinon, évidemment. Mais l'essentiel, c'est de dire, bon, que oui, au moins, ils ont pu avoir quelque chose. On dit que quand qu'on appelle votre mouton est perdu, que vous voyez la corde qu'on lui avait mise au cou, vous prenez quand même, vous taisez. Bon, malheureusement, oui. Est-ce que c'est le montant final ou bien c'est des avances? Je n'en sais rien, je n'ai pas pu lire là-dessus. Non, mais on nous dit que le gouvernement a débloqué déjà 1 milliard mobilisé. Oui, déjà, oui, on dit, les gens ont pris entre 200 000 et 3 millions. Moi, non, mais c'est quand même plusieurs ménages. Oui, mais c'est écoutez, plusieurs ménages. À Turando, vous êtes sur la baie de la Guinée, vous dormiez là. Et puis après, bon, l'État vous dégage parce qu'on a besoin de l'espace, une certaine chose. Peut-être que oui, le domaine appartient à l'État, mais 200 000 francs, en tout cas, réglementairement, ça peut faire quoi? Entre coucher à Calavi aujourd'hui, ça nécessite 18 000. J'ai actué. Divisé par 3, ça fait 54 000. Vous allez payer caution électricité 10 000. Les avances. Oui, caution. Et aujourd'hui, les propriétaires sont tellement ingénieux. C'est-à-dire que oui, vous payez 3 mois d'avance et 54 000. Non. Ils vous disent qu'il faut payer 3 prépayés. Donc ça fait 108 000. Caution électricité 10 000, ça fait 118 000. Il reste combien? Vous finissez les 6 mois, vous devez savoir que si vous n'avez pas les moyens, c'est que vous vous retrouvez à la rue. Donc, au fond, pour moi, le montant, est-ce que c'est le montant, sur quelle base les montants ont été attribués? C'est déjà un pas que de donner les moyens à ces personnes. Mais je veux bien... Pardon?
que de ne rien faire. Oui, bon que de ne rien faire. Mais parfois aussi, quand on fait, il faut bien faire. Donc, moi, je pense que oui, il faut chercher à voir quel est le quota attribué, quelle a été la clé de répartition, quels ont été les coefficients de calcul pour donner ces montants à ces personnes. Vivement que ça leur serve véritablement. Hugues Hector Zogo, 110 ménages déjà indemnisés, 1 milliard mobilisé par le gouvernement du Bénin. Oui, c'est une bonne démarche, c'est une démarche à saluer, c'est une contribution symbolique, ça a été clair. Le gouvernement l'a signifié, c'est une contribution symbolique, donc la NDF aujourd'hui est en train de suivre le processus avec les différents acteurs. Ceux qui ont déjà déposé leur dossier viennent de bénéficier donc de ce chèque symbolique qui est mis à disposition. Le chèque allant de 200 000 à 3 millions. Êtes-vous d'avis avec Laurent Antonet? Qu'est-ce qu'il dit qu'il pense que ce n'est pas suffisant? Première question, est-ce que les intéressés avaient acquis des domaines? Partons de là. Attends, oui, bon, je crois que je l'ai rappelé. Hein. Peut-être que c'est un domaine de l'État. Voilà. Mais sauf que si on veut faire, revoyons. Si, entre-temps, vous étiez installé illégalement sur un domaine et que plus tard, on s'est rendu compte que vous êtes resté là pendant une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ça fait partie déjà de votre histoire. À partir de ce moment-là, vous pouvez réclamer que l'espace sur lequel vous vous retrouvez, c'est un espace de droit. Mais en réalité, vous étiez parti d'un principe illégal. Maintenant, en tant que citoyen du pays, qu'est-ce que l'État fait dès qu'il prend l'initiative de reprendre ces terres qui ne vous appartenaient pas au départ? Quand l'initiative elle est prise, il faut inéluctablement une mesure sociale. Donc pour moi, la démarche qui a été menée aujourd'hui n'est qu'une démarche sociale. Et ça interpelle notre conscience en tant que citoyen. C'est vrai que parfois nous nous disons nous sommes un État pauvre. Mais faisons attention. Quand vous savez que vous deviez vous installer sur une berge lagunaire, alors que ce n'est pas votre domaine, ne le faites pas. On me dira, oui, c'est la pauvreté qui nous conduit. On vous avertit. Non, avant même qu'on ne vous avertisse. On me dira que c'est la pauvreté qui aurait conduit certaines personnes à aller s'installer dans ce périmètre. Mais vous savez, en le faisant, vous étiez conscient qu'un de ces jours, l'État prendrait ses responsabilités. Au moment où l'État va prendre ses responsabilités, si entre-temps vous avez pu gagner un peu d'argent, que vous avez suffisamment investi dans la construction, réfléchir autrement. Et qu'on vienne vous déguerpir, mesurez un peu l'impact sur les enfants que vous avez. Donc pour moi, il y a un effort qui doit être fait par nos concitoyens. Mais l'État aussi doit pouvoir être là à jouer sa partition en veillant à ce que le citoyen ne tombe pas dans certains pièges. Parce que là, c'est des pièges. Des pièges, tout à fait. Ouais, le ministère du cadre de vie, par exemple, dès que vous constatez que les gens s'installent sur des périmètres où ils n'ont pas le droit de s'installer, il faut quand même tirer déjà la sonnette d'alarme. Au même moment, c'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'ils restent là pour une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour revenir plus tard, dire, bon, maintenant, l'État est prêt pour reprendre la zone et en faire ce que nous souhaitons tous, la réalisation d'infrastructures communautaires et autres. Non. Dès que les gens commencent par s'installer, soyez ferme dès le départ, vous n'avez pas le droit de vous installer là. Et puis, s'il faut demander à la police de vous déguerpir, il faut le faire. Il faut le faire. Mais quand les gens sont installés, ils ont peut-être mis au monde leur enfant qui est resté... Les enfants sont restés là pendant des années. Ils sont restés pendant plusieurs années. Ils sont allés à l'université. Et puis du jour au lendemain, c'est le même État qui revient pour dire vous devez partir parce que vous n'aviez pas le droit de vous retrouver comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. 200 000 aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Justement. Même 3 millions, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais c'est une mesure sociale. Donc,
on va accompagner le gouvernement à travers cette démarche-là et souhaiter qu'il faut anticiper pour qu'on ne vive plus de pareilles situations les années à venir. Le directeur Zogo parle d'anticipation, Roland. Non, je crois qu'il faut quand même rappeler un fait essentiel. L'État a failli à un moment donné. L'État étant une continuité, l'État qui est là, le gouvernement qui est là assume les erreurs de d'autres régimes et corrige. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, un Béninois veuille s'installer sur un domaine qui ne lui appartient pas en pleine année 2025 ou 2026 ou au 21e siècle, si vous voulez. Autrefois, la terre appartient aux premiers occupants. Qu'est-ce qui a fait que les Vigans et autres possèdent toute la zone de la Zopa et autres peut-être à un moment donné? Parce qu'ils étaient à un moment donné les premiers occupants. Ou alors, quand ils sont venus, peut-être ils ont quitté quelque part, et à un moment donné, les premiers occupants leur ont dit, bon, on vous donne toute la partie-là. Les premiers occupants dans certaines localités ont réussi à avoir le plus grand nombre de domaines. Et si on doit chercher à savoir, on va dire non, ce n'est pas votre domaine. Si on doit vraiment dire, investiguer, c'est qu'il y a des familles qui ont des domaines un peu partout dans certaines localités. Et l'État va dire non, écoutez, qui vous avait donné ça? Parce que vous avez quitté ou pour venir ici, aujourd'hui vous êtes propriétaire d'un si grand domaine. Donc il y a un problème. Et dès lors que ces personnes se sont installées à un moment donné, et dans la conscience collective autrefois, la terre appartient aux premiers occupants, les gens ont eu dans leur tête que c'est leur domaine. Et Hugues a si bien fait de préciser. C'est des générations entières. C'est peut-être la troisième, quatrième, cinquième génération qui est là aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il faut quand même aujourd'hui, parce que les pêcheurs, on connaît leur histoire, les Kouaouida qui sont installés sur la berge de la Guinée, entre la berge, tous ceux-là, on connaît ces personnes, et on connaît leur histoire. C'est des peuples, comme des peuples nomades, qui, à la recherche des endroits où on peut avoir assez de poissons à pêcher, tout ça là, ils viennent quelque part, ils s'installent là, ils continuent, ils s'installent là, ils continuent. Donc évidemment, je crois que c'est en cela que je dis oui, dès lors que même si on ne veut pas leur reconnaître ce droit de propriété à proprement parler, il faut trouver le juste milieu. L'État peut aussi, parce qu'on a pu voir la dernière fois, quand le gouvernement a eu besoin de créer la zone économique entre le Nigeria et le Bénin, on a décidé de prendre, je crois, 983 hectares, je ne sais quoi, dans la région du plateau. Ça veut dire que l'État peut trouver la formule de délocaliser ces gens-là vers d'autres berges, peut-être entre Adunko et Ouida, ou après Ouida. Mais c'est une zone prisée, attention. Attendez, c'est un exemple que je donne. Je ne prenais plus cet exemple-là. Je sais que cette zone est si chère pour nos autorités aujourd'hui. Maintenant, on peut les déplacer entre Ouida et Grand Popo, par exemple. On peut les trouver des domaines là-bas aussi. Parce que oui, il faut que l'État essaie d'identifier une zone et essayer de délocaliser tout ce peuple vers cette région. Peut-être ça pourrait atténuer les effets de la situation où des gens vont se retrouver dans la rue, à dormir à la belle étoile. Nous savons aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Oui, donc si on a été capable de trouver plusieurs États, à Glo-Tigbe ici, quand on a voulu faire la GDZ, on a eu la possibilité de trouver le domaine. Quand on voulait faire l'aéroport de Glo-Tigbe, on a été capable d'aller prendre les domaines des gens pour quand même le mètre carré à 115 francs. On peut trouver aussi un domaine comme ça et trouver les moyens d'installer cette communauté-là, pourquoi pas, au niveau de la berge entre Ouida et Grand Popo, ou bien entre Grand Popo et entre Comé et Grand Popo à Goué, si vous voulez, quelque part là, pour leur permettre de continuer à faire leurs activités. Maintenant, il revient à ceux-là qui ont des activités à Cotonou, de comprendre que l'État a fait jouer sa partition. S'ils ont des activités à Cotonou, c'est à eux maintenant de prendre la responsabilité d'aller louer maintenant une chambre et autres. Moi, je crois qu'on peut faire les choses autrement. C'est des propositions que je fais. C'est vrai que je ne suis pas à la décision, je n'ai peut-être pas les éléments. Nous faisons juste. Oui, je n'ai pas les éléments d'appréciation du gouvernement en place. Ils vont nous dire oui, ils ont d'autres éléments d'appréciation et la zone dont je parle peut-être est déjà réservée pour telle chose et que par conséquent, si on les met là-bas, ça va fausser un programme. Donc, aussi, on peut réfléchir autrement. Quand je prends comment vous appelez, de Cotonou jusqu'à la limite de Craqué au niveau de la frontière entre le Bénin, il y a peut-être des endroits aussi où il n'y a pas de population installée. On peut trouver aussi la formule. C'est vrai, moi je crois qu'on peut réfléchir autrement parfois, parce que à proprement parler, c'est Hugues l'a dit, c'est un geste social, oui, il faut apprécier 200 000, 300 000, 3 millions, mais est-ce que
dans la zone de Cotonou, Calavi, Grand Popo, 3 millions peut permettre à quelqu'un de se réinstaller à proprement parler. Et si on connaît la réponse, on peut oser dire il y a mieux à faire. Allez, parfait. Roland Tonekes, Hugues Hector Zogo.